Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de révision du bac du Figaro étudiant en partenariat avec les bons profs. Il est plus que temps pour tous les candidats de réviser et pour cela, chaque semaine, le Figaro étudiant vous propose un corrigé de sujet du bac. Cette semaine, pour cela, nous accueillons Alain Mentez, qui est professeur d'histoire-géographie. Il va donc être question de géographie. Bonjour Alain. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de mondialisation à travers une étude de documents. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la parole et puis je reviendrai après pour vous poser les questions de nos internautes. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous tous qui nous écoutez, à n'importe quel moment à nous poser vos questions en direct sur notre page Facebook. Je me ferai un plaisir de les poser à notre professeur. C'est à vous. Bien, on va donc aborder une étude de documents en géographie, c'est-à-dire la deuxième partie de l'exercice de baccalauréat. La première partie, c'est une composition. La deuxième partie, c'est une étude de documents ou un croquis lorsque la géographie qui tombe en deuxième partie. Là, on a choisi l'étude de documents. Le croquis n'est pas absolument systématique et il faut se préparer à tout. Alors, on a intitulé cette étude de documents, le GIN, en fait, c'est une étude qui va porter sur la mondialisation, son fonctionnement, ses acteurs, à travers deux documents que nous avons proposés à votre sagacité. D'abord, un dessin qui nous montre les différentes étapes de production d'un GIN, et puis un texte qui nous parle de l'implantation d'usines de production en Éthiopie. Alors on va commencer par donner quand même quelques petits conseils généraux sur cette épreuve, qui est une épreuve relativement courte. On passe quand même le plus de temps le jour du bac sur la composition. Et en particulier, si on est en terminale S, on n'a que 3 heures pour faire l'ensemble de l'épreuve. Donc il va être difficile de consacrer plus d'1 heure à cet exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser très rapidement ses connaissances. Parce qu'en 1 heure, si on ne parvient pas à cette mobilisation, on risque de recopier les documents et de faire de la paraphrase. Quel est le conseil qu'on peut donner? Quand on prend connaissance du sujet, qui là en l'occurrence porte sur le fonctionnement des acteurs de la mondialisation, on ne se précipite pas tout de suite sur les documents, par exemple si c'est un texte qu'il faut lire, on peut retourner finalement la feuille du sujet et noter sur une feuille de brouillon 2-3 idées principales qui nous viennent en tête dès qu'on pense à fonctionnement acteur de la mondialisation. On ne se servira peut-être pas de toutes ces informations dans l'étude, après, mais au moins on a dit l'essentiel et on essaye de bien cerner de quoi il faut parler. Alors, quelle présentation? C'est un exercice, on le répète, assez court, qui va tenir à peu près sur une copie double de type bac, c'est-à-dire sur 3 ou 4 pages. Alors en aucun cas, il ne s'agit de faire un plan compliqué. On ne demande pas sur l'étude de documents de problématiques particulières. Par contre, il faut que la réflexion soit argumentée, qu'il faut qu'elle soit argumentée en plusieurs paragraphes, chaque paragraphe bien dissocié évidemment de ces autres paragraphes, étant séparé par un saut de ligne du paragraphe précédent. Mais il n'est pas nécessaire que l'exercice soit très long et que le plan réponde à une problématique qui soit compliquée. Enfin, la question qu'on peut se poser quand on a 2 documents, et c'est souvent le cas. En histoire, parfois c'est un seul. En géographie, souvent, on combine un document de type image avec un document de type texte. Donc quand on a 2 documents, faut-il expliquer l'un après l'autre, les 2 en même temps? Là, on verra que nous allons d'abord nous appuyer plutôt sur le premier document et que dans la deuxième partie du devoir, après une subtile transition, on s'appuiera plutôt sur le texte. Mais on peut, à certains moments, devoir chercher des informations sur les 2 documents en même temps. Si on commente un document après l'autre, il peut être pertinent, dans certains sujets, de commencer par le deuxième document. Donc il n'y a pas de règle absolue en la matière, et donc après ces petits conseils généraux, on peut passer donc à l'examen de ces 2 documents qu'on vous a proposés. Donc
le sujet, c'est fonctionnement acteur de la mondialisation, mais à travers une activité particulière qui est celle de l'industrie textile. Alors, faire une introduction, oui, c'est absolument indispensable. Une introduction courte, puisque le devoir est relativement court. Et on propose, là, dans cette introduction, ce qu'on va appeler une phrase d'accroche. Alors, on sait que cette phrase d'accroche, on l'entend souvent chez les élèves, ça peut être un événement qui est pris dans l'actualité récente, ou ça peut être une formule un petit peu choc, une formule qui fait mouche. Et nous vous proposons, en introduction de ce travail, le Bangladesh est devenu trop cher, avec un point d'exclamation, comme si c'était finalement une une de journal, l'article d'un journal. Alors effectivement, c'est un petit peu étonnant de se dire que le Bangladesh est devenu trop cher, parce qu'on sait, quand on est en fin de terminale, que c'est un pays peu développé, qui appartient à la catégorie de ce qu'on appelle les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, et penser que même un PMA est devenu trop cher, nous en dit long sur le processus de délocalisation des activités de production dans des pays de moins en moins chers. Et plus tard, on parlera de l'Éthiopie. Donc c'est absolument central, et c'est un moyen, finalement, d'aborder la question plus générale du fonctionnement et des acteurs de la mondialisation. Alors, nous proposons une réflexion en 3 parties, qui formeraient donc 3 grands paragraphes dans le devoir. Nous avons ici indiqué des sous-parties, mais qui n'en sont pas exactement, ce sont plutôt des moments où il faut retourner à la ligne. C'est-à-dire qu'en fin de partie A, on veille à retourner à la ligne pour dissocier 2 éléments qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors finalement, la première partie va être une mise en contexte. Cette mise en contexte, il faut la faire presque systématiquement, quel que soit le type de document qu'on a, que ce soit en géographie d'ailleurs ou en histoire. Alors la mise en contexte ici consiste à dire nous allons parler de la mondialisation tout simplement. Ça paraît être une évidence, mais il va donc falloir expliquer dans cette première partie de façon très générale ce qu'est la mondialisation. Alors 2 éléments nous intéressent particulièrement dans ces 2 documents, qui sont d'abord ici la mention de l'industrie textile. Alors, nous soulignons ici ce qu'on va appeler les éléments de connaissance, c'est-à-dire des formules, des connaissances qui ne sont pas explicitement indiquées dans les documents, mais dont on attend de vous que vous les convoquiez dans vos connaissances pour ne pas tomber simplement dans la paraphrase. Et là, on a 2 éléments de connaissance qu'on attend des élèves qu'ils soient capables de les mobiliser. Alors, la définition de la mondialisation, on la connaît, il y a plusieurs définitions. En fait, cette définition est plurielle, elle est complexe, mais la définition qui nous intéresse ici, c'est la définition qui nous dit que la mondialisation, c'est la mise en relation des territoires par des échanges de nature différente. C'est bien de ça dont il est question dans les 2 documents. Alors, par des flux de nature différente, les flux qui nous intéressent ici sont les flux de marchandises, puisqu'on parle de l'industrie textile. On pourrait éventuellement mentionner les flux de capitaux, puisqu'il y a des investissements, mais ce qui est certain, c'est que les flux migratoires, qu'on peut avoir très envie de mentionner, parce qu'on connaît bien son cours sur la mondialisation, ne sont absolument pas dans le sujet, et qu'il faut donc s'arrêter à un certain moment et de ne pas parler de ce qui ne concerne pas la question. Alors, l'industrie textile, il faut montrer qu'on a compris qu'il s'agit de l'industrie textile, qui est une industrie très ancienne dans la mondialisation. La mondialisation a presque commencé, la mondialisation moderne, il y a une 50aine d'années, par la délocalisation d'entreprises textiles dans des pays à plus faibles coûts salariaux. C'est aussi une industrie ancienne dans le développement industriel global de la planète. Il est bon de le rappeler à ce moment-là. Par ailleurs, nous parlons du jean et c'est donc l'occasion de rappeler que le jean est typiquement un de ces produits mondialisés qui a été étudié dans le cours de terminale en géographie. C'est la porte d'entrée dans le cours sur la mondialisation. Alors, parfois, on étudie un téléphone portable ou éventuellement une matière première, le café. Là, en l'occurrence, le jean permet très bien de comprendre la place de ces produits mondialisés sur la planète aujourd'hui. Et il est très bien, c'est ce que souvent attend le correcteur, qu'un élève soit capable d'aller chercher dans une autre leçon, celle du produit mondialisé, une information qui va permettre de comprendre le fonctionnement de la mondialisation.
Donc on a une définition qui est relativement enrichie, puisque dans un premier temps, finalement, on a montré quelle était la mondialisation au sens de mise en relation des territoires, mais dans un deuxième temps, on est plus proche de ce que nos amis anglo-saxons appellent la globalisation, avec la dimension culturelle qu'il y a aussi dans la mondialisation, puisque le jean, c'est un vêtement qui est porté partout dans les nords et dans les suds. Alors, dans une deuxième partie, après avoir veillé à sauter une ligne, on va expliquer quel est le fonctionnement de cette mondialisation telle qu'on peut la concevoir à travers l'étude des documents. On rappelle que ce fonctionnement, cette mise en relation des territoires, se fait grâce à un certain nombre de moyens, se fait grâce à un certain nombre de supports qu'on va évoquer très très brièvement, c'est-à-dire par exemple les progrès des transports. On sera amené à envisager la façon dont ces jeans sont transportés sur la planète. Ça met aussi en jeu le libre-échange et l'incitation à toujours plus d'échanges, toujours plus de flux que connaît la planète maintenant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce fonctionnement, on l'aborde d'abord dans une première sous-partie, si on peut dire, en insistant sur le fait qu'on retrouve cette vieille dynamique nord-sud qui était à l'origine des toutes premières mondialisations. On rappelle que les premières mondialisations, c'est aussi l'époque de la colonisation. Et cette dynamique nord-sud continue à se manifester à travers un système qui est à peu près apparent dans cet ensemble documentaire, où on voit plutôt des nords donneurs d'ordre, investisseurs, et des suds qui sont plutôt des suds ateliers, des pays ateliers, qui sont cantonnés plutôt à des tâches de fabrication. Alors, cette logique nord-sud, il est pertinent de la dire dans l'explication des documents. Il est très important, presque indispensable, de montrer que le premier document que nous allons revoir illustre la fameuse division internationale du processus productif, qu'on appelait jadis plus simplement la division internationale du travail. Et cette division internationale du processus productif, on voit, et c'est l'objet d'ailleurs de la petite partie suivante, parce qu'on se contente là de mentionner cette division internationale du processus productif, en rappelant que c'est attribuer, disons, au territoire les capacités de production dans lesquelles ils sont le plus à l'aise, dans lesquelles ils sont spécialisés. Au nord, qualifier la conception, au sud, moins qualifier la fabrication, mais avec tout un ensemble de nuances qu'on peut voir ici. Alors, on constate que ces territoires sont soit sélectionnés en fonction de leurs compétences. Les compétences, ce sont soit les matières premières. Pourquoi l'Australie produit-elle des rivets en zinc? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a du zinc en Australie. Mais aussi pour des compétences qui sont des compétences techniques. Il serait extrêmement pertinent, dans un travail comme celui-là, de mentionner le fait que la teinture est effectuée en Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays qui est connu pour l'importance et le dynamisme de son industrie chimique. Donc on constate que cette division du processus productif ne concerne pas que des Suds, mais que des Nords sont aussi impliqués dans la fabrication des éléments séparés, et même quand il s'agit de matières premières. L'autre compétence qu'il faut relever, c'est la disponibilité en ressources, en matières premières. Le coton, indispensable à la fabrication du jean, est fabriqué dans divers endroits, mais on constate que les États-Unis fournissent du coton pour l'industrie du jean. Or, les États-Unis, c'est un pays très développé. On peut imaginer que leur coton coûte très cher, mais les États-Unis ont réussi à s'inscrire dans les processus d'échange qui leur permettent de vendre leur coton, quitte éventuellement à subventionner leur production. Le deuxième élément, ensuite, qui nous évoque ces compétences qui sont mises en avant par la division internationale du travail ou du processus productif, c'est évidemment la recherche du moindre coût qui fait qu'on va aller chercher des espaces de production qui sont de moins en moins coûteux, de moins en moins chers, pour économiser donc sur le coût du travail. Alors, la troisième partie donc, du devoir doit nous parler des acteurs. Donc, dans ce processus de fonctionnement qu'on connaît bien en fin de terminale, qui sont les acteurs, les flux,
Les débats aussi de la mondialisation, on retient seulement le processus, les flux et les acteurs. On ne parlera par exemple absolument pas des débats, on n'a pas le temps, ce n'est pas le moment. Alors, quels sont ces deux acteurs qui sont sélectionnés et qui apparaissent clairement dans le document? Tout d'abord, les firmes transnationales, dont on va commencer par donner une définition rapide. Il ne s'agit pas de s'étendre sur un paragraphe entier en disant combien il y en a, combien il y a de filiales, dans quel domaine elles agissent. Il faut simplement rappeler qu'une firme transnationale est une entreprise dont le siège social est dans un pays, mais qui a développé des filiales ailleurs, dans une espèce de stratégie mondiale de production. Bien. La FTN dont il est question dans notre travail, c'est la firme textile suédoise, H&M, qui est un des grands acteurs du marché international du textile. Alors les FTN sont fondamentales dans le fonctionnement de la mondialisation. Elles en sont presque à l'origine, parce que par la sélection des territoires, par la supervision des échanges, tous ces échanges de porte-conteneurs qui se font à travers le monde se font pour le compte, souvent, de ces firmes transnationales. Elles sont prédominantes dans le domaine des investissements, donc leur place est absolument centrale. On explique enfin que les firmes transnationales ont également s'inscrivent complètement, et là on va encore un petit peu enrichir notre définition de la mondialisation qu'on a commencé au début, en utilisant la définition que donne le géographe Laurent Carouet, qu'on rencontre souvent dans les manuels de terminale, et qui nous dit que la mondialisation, c'est aussi beaucoup la généralisation du processus de production capitaliste. Or, si les firmes transnationales délocalisent dans des pays qui coûtent de moins en moins cher, c'est pour réaliser des bénéfices plus importants. Donc cette dimension d'enrichissement, elle est aussi centrale dans le fonctionnement de la mondialisation. Alors enfin, on va parler des États, c'est bien évident, mais par État, il faut distinguer deux choses un petit peu différentes. Il faut d'abord mentionner les sociétés, les pays dont on parle. Et là, en l'occurrence, ces pays en tant que réserve de main-d'œuvre, et là, en l'occurrence, il faut absolument, à ce stade du devoir, dire un petit mot de l'Éthiopie. On rappelle que ce type d'exercice se fait à la fin de l'année, au mois de juin, et qu'à ce moment-là, en principe, tout le programme a été fait, et qu'on a déjà étudié, examiné les aires continentales, celles de l'Asie, celles de l'Afrique, et qu'on est quand même censé savoir un petit peu ce qu'est l'Éthiopie, c'est-à-dire un pays extrêmement pauvre, qui appartient aussi à la catégorie des PMA, qui est au-delà de la 150e place en matière d'indicateurs de développement humain, mais qui est un pays qui est entré lentement dans la démocratie il y a à peu près une trentaine d'années, reste un régime relativement oppressif, mais qui obtient à l'heure actuelle des taux de croissance intéressants et qui fait partie de ces pays prometteurs d'Afrique. Moyennant quoi, le coût de la main-d'œuvre dans ces territoires est extrêmement faible. On parle de 40 euros par mois pour un ouvrier éthiopien. C'est très très peu, mais attention aussi à se rappeler qu'en parité de pouvoir d'achat, 40 euros en Éthiopie, même si c'est très modeste, ça permet peut-être de vivre de façon tout juste décente. Enfin, il faut mentionner l'action des gouvernements. On comprend à travers ce texte que le gouvernement éthiopien veut favoriser les investissements dans son pays. Comment fait-il? Par des franchises fiscales, par la mise à disposition pour les investisseurs des infrastructures du pays, l'électricité peut être gratuite, par la liberté qui est faite à ces investisseurs d'importer leurs propres machines sans payer de taxes, donc une politique d'ouverture qui permet à ces États, qui sont quand même des États très pauvres, de s'intégrer dans la mondialisation. Alors en conclusion, on peut évoquer les effets négatifs de cette mondialisation qui apparaissent d'abord au plan social. Il y a une pression sur la main-d'œuvre, il y a une pression sur la main-d'œuvre de pays comme le Bangladesh ou comme l'Éthiopie, où les gens sont peu payés, mais ne bénéficient surtout pas du système de protection sociale et de convention du travail que nous connaissons en Europe. Et effectivement, c'est le seul moment où on pourrait peut-être parler des débats, mais on n'a hélas pas le temps en une heure. On pourrait évoquer l'action des ONG qui surveillent les conditions de travail de ces gens-là. La pression sur la main-d'œuvre se fait aussi dans les Nords. Aujourd'hui, l'industrie textile est pratiquement dévastée. Le textile, on pourrait dire grand public, est dévasté en Europe, dans les pays du Nord, parce que les emplois ont été délocalisés dans des pays à plus faible coût de salaire. Enfin, toujours un petit mot sur la pression environnementale. La plupart des sujets s'y prêtent. On nous indique dans le premier document que 65 000 km sont nécessaires
pour faire parcourir à un jean tout son trajet. Bon, ça paraît absolument démentiel. Il y a évidemment un coût énergétique, hein, tout ça c'est de la consommation d'énergie. Il y a une empreinte écologique très forte quand on transporte comme ça des marchandises aux quatre coins du monde. On rappelle néanmoins que ce jean, attention aux chiffres, ne fait pas ses 65 000 km tout seul, il le fait avec ses copains de jeans dans une grande boîte qu'on appelle un conteneur, et ce sont donc des milliers de jeans qui parcourent les océans en même temps. Merci beaucoup Alain Manthès pour cet éclairage. Je vais maintenant vous proposer les questions de nos internautes qui ont été nombreux à réagir sur Facebook. On a une première question de Sophie qui demande s'il faut mentionner l'origine des documents. Alors, mentionner l'origine des documents, ce n'est pas systématiquement une nécessité. C'est une nécessité dans certains cas. Quand on a par exemple un texte historique qui est dû à un auteur fameux, enfin, si on a un texte du général de Gaulle, on attend de l'élève qu'il dise qui est le général de Gaulle. Là, on a des textes qui sont assez anonymes. On a un extrait de journal, on peut se contenter de dire que c'est un extrait de journal. Le fait que ça apparaisse dans le Parisien ou Le Monde ou Courrier International, c'est exactement pareil. Et dans le deuxième document, vous voyez, on a une source que l'élève peut être tenté de recopier docilement, mais qui ne lui apportera strictement rien. Là, une source assez confuse, c'est un journal hispanophone repris par Courrier International diffusé sur Arte. On peut laisser tomber l'origine des documents, souvent en géographie. Par contre, si ça provient d'une grande organisation internationale que l'élève est censé connaître, il est invité à le préciser. Deuxième question, Paul qui nous demande, est-ce qu'il faut citer le texte? Est-ce qu'il faut mettre des citations? Alors, citer le texte peut être utile, mais à condition de faire les bonnes sélections. Comme on peut le constater ici, il y a des informations qu'on n'a carrément pas utilisées dans le corrigé qu'on a fait. Par exemple, ici, sur cette histoire de H&M qui consacrait 80% de ses achats, qui a changé. Bon, c'est un peu une information supplémentaire dont on peut se passer, qui risque d'alourdir le devoir si on veut la citer telle qu'elle. Alors, citer le texte, oui, mais à condition d'extraire très peu du texte et de bien mettre les choses entre guillemets et de ne pas tomber dans la paraphrase. Hein. Troisième question, cette fois-ci c'est Adrien qui nous demande s'il est possible de faire un schéma pour illustrer ses propos. Alors, autant le schéma est très très fortement conseillé en composition, mais quand je dis très fortement conseillé, sur les aires continentales, l'élève peut considérer que c'est quasiment obligatoire. Ça va lui rapporter des points en plus et ce sera ça à écrire en moins. Dans une étude de document, jamais. D'abord, on n'a pas le temps et ce n'est pas du tout l'objet de l'étude de document que de produire un schéma. Un travail comme celui-là doit se situer à l'exacte intersection de l'étude des documents, c'est-à-dire de la capacité à comprendre ce qu'il y a dans les textes, et des connaissances personnelles de l'élève. S'il n'utilise que ses connaissances, il sera hors sujet. S'il ne fait qu'analyser le document, il est menacé par la paraphrase. Pour finir, dernière question qui est d'un fan d'histoire sur Facebook. Peut-on réussir cette épreuve sans avoir rien appris du cours, seulement en se servant des documents? Alors d'abord, on va conseiller aux élèves qui passent le bac d'apprendre leur cours. Oui. Hein, c'est la condition sine qua non. Et la réponse, je crois qu'on l'a montré, c'est non. C'est non. Cette étude de documents, elle est possible à condition qu'on y apporte des connaissances personnelles et qu'on montre qu'on maîtrise bien l'ensemble du programme. Si on ne connaît pas son cours et qu'on illustre seulement les documents, ça va être de la pure paraphrase et le correcteur a horreur de la paraphrase. Merci beaucoup Alain Manthès pour ces réponses. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour un nouveau live révision du bac avec le Figaro étudiant et les bons profs. À bientôt.